Comme le jeune joueur de hockey qui ne peut résister à la tentation de faire un petit jeu cute à la ligne bleue au lieu de juste domper la rondelle dans le fond du territoire, j'aurais envie de vous demander, vous, messieurs, à quelle tentation ne résistez-vous pas? Et je commence. C'est aucune. C'est ma réponse. Aucune. Quel hédoniste! C'est malheureusement, je suis pas bon là-dedans. Je suis pas bon dans la résistance. Dans le retiennage. Ouais, c'est ça. Il y a apparemment qu'il y a une satisfaction là-dedans d'attendre avant de souffrir ou toutes ces affaires-là. Ben oui. Je suis pas bon. Je suis pas bon là-dedans. Mais je me suis quand même forcé parce que la réponse est facile, puis elle fait son effet, puis je vais aller plus loin. Tu sais, le jeu. Je suis pas un grand gambler. Je déteste pas ça, mais je suis pas un grand... Puis j'ai un ami qui se vante souvent de ses gains. Puis je me dis, moi, je connais... qu'on salue, Jean-Marc. Puis je me dis, moi, je connais le hockey bien plus que lui. Je pourrais faire... Tu sais, j'ai comme pendant une seconde, et ça passe. Okay. Heureusement. Évidemment, il y a deux choses là-dedans. C'est jamais celui qui connaît plus le hockey qui gagne. Puis, est-ce que je connais ça vraiment? Je pense qu'à chaque semaine, je fais la démonstration, que c'est loin d'être évident. Mais voilà, donc tout cela juste pour vous laisser le temps de réfléchir à quelle serait cette tentation à laquelle vous ne résistez pas. Ben, écoute, tu me donnes un bon verre de rouge, là, surtout un italien, là, Dolcetto d'Alba, un truc du genre. C'est tough. Ben oui. C'est difficile de dire non. Ou bien, tu sais, les barres de chocolat Toblerone, mais les Toblerone avec le boîtier bleu foncé. Okay. Avec du chocolat noir, full nougat. Je connais pas la Toblerone, Toblerone de riche. Toblerone, mais j'ai mes spots. Oui, c'est ça. Il n'y a pas ça, là... Oui, il y a un endroit Il n'y a pas les sans-noms, là. Il n'y a pas ça dans non, il n'y a pas ça dans le sans-nom. Non, mais il y a une épicerie russe où je vais de temps en temps. Arrête donc. Ah oui. Puis en fait, c'est tout. Tu vois, là, c'est ce genre de conversation-là que je veux ouvrir. Ouais. Une épicerie russe. Ben, c'est manifestement Europe de l'Est, là, okay. Mais ça sent le Balkan, là. Ça sent... D'accord. mais en tout cas... Ils ont la fameuse Toblerone. Ben oui, c'est ça. De la même manière que nous, quand on arrive à la caisse là, au supermarché, choisissez-le, votre supermarché favori. Où il y a des Cherry Blossom et des caramels. C'est ça. Mais là, il y a des palettes de chocolat de marques que je ne reconnais pas qui viennent d'Europe, mais il y a aussi ces fameuses Toblerone qui... alors, c'est ça. Tu vois, regarde, moi, je pense que c'est ça. Ça donne envie, ça ouvre les horizons. Ouais. C'est utile, ce qu'on fait. Oui, absolument. Tu mets ça devant moi, puis c'est difficile de me retenir, puis ça fait en sorte que... Martin, noum ou pas noum, j'ai repris tout le poids que j'avais perdu. Ouais, mais là, ça arrive. Martin, toi, la tentation, c'est aller t'entraîner, la tentation à laquelle tu résistes pas, ou écoute, faire les bonnes affaires. J'aime vraiment, je me considère comme un épicurien, il y a beaucoup de choses que j'aime, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux pas résister? À laquelle je peux pas résister, je sais pas. Peut-être prendre une bière avec mes chums. Si je suis libre un soir donné puis je me fais dire on va prendre une bière entre boys, c'est difficile à refuser. Peu importe on devrait te l'offrir, on le fait jamais, nous autres. Ben oui, je sais. Quand tu parlais d'un verre de vin, peu importe l'heure, moi je veux mesurer votre degré d'engagement. Ben là, peu importe l'heure. 11h15 le matin. Il est toujours 11h15, quelque part. Mais Martin, tu vois, là, tu incarnes un des thèmes qui va nous occuper aujourd'hui, celui de la maturité. Exact. C'était très mature. C'est très mature de ta part. Si tu m'avais posé cette question-là il y a 30 ans, probablement que ma liste aurait été plus longue. Il aurait fallu peut-être même faire un peu un peu de montage. Fait que toi, tu représentes l'immaturité aujourd'hui? Ben moi, écoute, non, il y a sûrement un autre mot, parce qu'à mon âge, peut-on encore être immature? Oh oui. OK. Bon, d'accord. Non, j'aime mieux ça. J'aime mieux ça que l'évolution de l'immaturité dans la quarantaine. On va réfléchir. Aujourd'hui, le CH se fait arranger le portrait. Il y a peut-être un concept qui va revenir. Lane Hudson ne joue que la moitié du match, littéralement. Et un bon gardien pas cher, c'est tellement hockey. Épisode 346. Avec
votre journaliste affecté aux affaires du Canadien, du hockey et du chocolat fin. Non, du chocolat rare, non, c'est pas ça. Du chocolat... Importé. Ouais, mais enfin, il y a un mot là, pour désigner tout ça. J'ai nommé M. Marc-Antoine Godin. Salut, Marc-Antoine. Salut, les gars. Salut, Marc-Antoine. Il est content, je le vois, il est content d'être là. Martin Leclerc est notre chroniqueur principal au service des sports. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Et je m'appelle Alexandre Coupal. Je pense qu'on a fait 14 revirements en première période. C'est inacceptable. Ça lui donne la vie. Fait que, ça a commencé comme ça. Fait que c'est dur de... Puis là, tu cours après le match, deuxième moitié de la game. Non, on n'a pas joué à nos standards. Ah, c'était bon hier. C'était bon, le point de presse de Martin Saint-Louis. Avant ça, c'était... Je disais à Martin tantôt, avant qu'on commence à enregistrer, moi, tu sais, je suis chez nous, au moins, je peux... je sais pas, faire d'autres choses. C'était longuet. Ce match, on aura l'occasion d'en revenir. Mais un autre de ces points de presse, riche en images, riche en enseignements. Et là, c'est ça. Le thème aujourd'hui, c'est... Et enfin, vous m'expliquerez comment. Mais c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire une équipe qui a de la difficulté à faire quoi que ce soit, ce serait... dû à la jeunesse, le manque de maturité, le manque... Et cette jeunesse-là qui se manifeste par une difficulté à résister à la tentation de faire des petits jeux compliqués ou enfin de ne pas faire les jeux simples. Oui. Voilà, c'est pas une question. Voilà, okay. C'est ça. C'est une démonstration. Moi aussi, on l'a dit, je suis moi-même immature. Veux-tu en parler là-dessus en premier? Moi, je trouve intéressant ce nouveau vocabulaire qui arrive dans l'entourage du Canadien. Le Martin Saint-Louis qui se met à faire l'apologie de la profondeur. Il faut jouer en profondeur, il faut s'installer en zone adverse. Et j'ai eu un petit frisson. Moi, j'étais content hier d'entendre Jake Evans après le match dire là, il va falloir qu'on commence à jouer de façon mature. Il va falloir que cette équipe-là comprenne que ça fait quelques années qu'on est en reconstruction. Puis là, il faut jouer de la bonne manière si on veut gagner des matchs. Et je trouvais que cette réaction-là, et Nick Suzuki avait le même discours, c'était cohérent avec ce que les joueurs disaient avant le début du camp. Les joueurs disaient, là, on va être imputable, on va devoir être imputable les uns envers les autres. On va se rappeler à l'ordre quand les choses ne fonctionneront pas. Et là, pourquoi soudainement on se met à parler de profondeur, on se met à parler de maturité? Bien, si tu veux être dans le portrait jusqu'à la fin de la saison, il faut que tu joues de la bonne manière dans la Ligue nationale de hockey. Et le Canadien est une mauvaise équipe de possession de rondelles. C'est inscrit dans son ADN. Il y a 2 ans, l'équipe était 28e dans la Ligue nationale. Souvenez-vous où ils ont terminé au classement. L'an dernier, ils étaient 29e en possession de rondelles. Souvenez-vous où ils étaient au classement. Et là, ils sont 32e dans la Ligue nationale en possession de rondelles. C'est la seule équipe qui est sous les 40% pour les tirs tentés. Et l'équipe qui est avant-dernière est à 44%. Donc, ils sont loin. Là, ils sont très bons dans être pas bons. C'est ça. Et ça crée, quand tu n'as pas la rondelle, on n'a pas besoin de faire un doctorat en hockey, personne, pour comprendre que si tu n'as pas la rondelle, tu passes beaucoup de temps dans ta zone, que tu deviens vulnérable, même si tu n'accordes pas, même si tu es hermétique, si tu es meilleur que tu étais dans ta zone, tu deviens vulnérable à n'importe quoi, des rondelles déviées. Et tu vas marquer moins de buts parce que tu es moins souvent en territoire adverse. Et donc, c'est ça, il y a des effets collatéraux à ça. On regarde le Canadien par tranche de 60 minutes à 5 contre 5, qui est à 28e présentement dans la Ligue nationale. Fait que l'avantage numérique a marqué quelques buts. Ouais. Ça masque un petit peu les affaires. Puis le différentiel de buts attendus, le Canadien est dernier dans la Ligue aussi, déjà à moins 5,4 buts. Alors, si la tendance, habituellement, ça ressemble. Les buts attendus avec les buts qui se matérialisent, il y a un petit écart parfois d'un côté ou de l'autre, mais si l'équipe s'en va comme ça vers un différentiel de moins 80, mais on sait où ils vont finir au classement. Et donc, ça, c'est l'équipe. L'équipe va très mal à 5 contre 5 et que tu regardes ceux qui sont les pires de l'équipe individuellement. T'as Alex Newhook qui est à 31%, Kirby Dach, 33%. Là, on vient de parler de 2 joueurs de deuxième trio. Cole Caulfield, Nick Suzuki à 34%. T'as Mike Matheson, David Savard.
Fait que t'as les gars qui sont supposés donner le ton au match, qui sont les pires de l'équipe, et ceux qui sont les meilleurs, à l'inverse, mais ce sont les gars de 3e, 4e trio, les Gallagher, Heinemann, Jake Evans, Dvorak qui joue avec des recrues. Lui, il ne se pose pas de questions. Eux autres, il arrive à la ligne bleue, il n'y a pas de jeu à faire, il joue de façon mature, il place la rondelle dans le fond, puis ils se battent pour la garder là. Alors, si le Canadien ne corrige pas ça, il n'y en aura pas de l'amélioration annoncée, là, puis la lutte jusqu'à la fin, il n'y en a pas. Et je suis content de voir que là, on est au 5e match, puis les gars disent là, faut que ça arrête, il faut qu'on joue de la bonne façon. Mais quand tu parles, s'il n'y a pas de jeu, on en voit dans le fond, d'un entraîneur à l'autre, il y a les termes vont changer, mais le principe demeure le même. Il y a déjà eu des coachs derrière le banc du Canadien qui disaient qu'il faut jouer les pourcentages. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, même dans un endroit isolé de la patinoire en entrée de zone, tu n'es pas dans une situation de mini-surnombre, même dans un espace restreint, tu n'as pas de supériorité numérique qui te permet de faire une passe à l'aise. Là, tu es juste dans un 2 contre 2 quoi que ce soit. Envoie-la dans le fond, puis installe-toi derrière, dans les coins de patinoire, derrière le filet, mais essaie d'implanter ton attaque en étant dans le fond. Et si jamais il y a justement la possibilité d'une passe parce que tu as ce surnombre-là, ben à ce moment-là, tu peux entrer en possession. Mais sauf que le Canadien, là où il se fait prendre très souvent, puis je pense qu'on l'a vu abondamment face aux Kings hier, c'est qu'il tente un jeu en entrée de zone alors qu'il n'a pas ce petit surnombre-là. Et très souvent, il se fait neutraliser, il se fait couper son entrée de zone et la rondelle part immédiatement dans l'autre sens. Le nombre d'échappées ou de menaces d'échappées qu'il y a eu de la part des Kings hier, il y a des échappées qui se sont concrétisées, comme celle de Kevin Fiala. Heureusement, Montembeault était là. Il y en a d'autres qui ont failli se concrétiser, mais des menaces d'échappées, il y en a probablement eu 7 ou 8. Et ça, c'est le résultat de mauvaise gestion de rondelles quand tu arrives à la ligne bleue offensive. Donc, je trouve que le trio de Nick Suzuki est souvent coupable de ce genre de choses-là. L'autre chose dont ce trio-là est coupable, ça ne date pas d'hier, c'est qu'ils prolongent leur présence. Fait qu'ils arrivent, ça fait 40 secondes qu'ils sont sur la glace, puis là, ils disent on va en essayer une dernière. On a repris le contrôle de la rondelle, on va essayer une dernière salve en attaque, une dernière poussée. Si jamais tu réussis à t'installer, tant mieux, mais t'as plus vraiment de gaz, mais sauf que si tu commets ce genre de revirement-là... T'es pas capable de revenir. T'es pas capable de revenir, puis là, finalement, c'est une présence qui se prolonge, puis tu mets vraiment ton équipe dans le trouble. Alors hier, c'est pas tellement que le Canadien s'est retrouvé engouffré, empêtré dans son territoire constamment, comme ça avait été le cas dans certains matchs. T'sais, défensivement, ils ont assez bien tenu le fort, mais c'est au niveau de la gestion de rondelles qui fait en sorte que le Canadien n'est pas une bonne équipe de possession de rondelle parce que quand elle a possession de la rondelle, elle s'arrange pour la perdre. Alors, le cliché dans ce vestiaire-là, c'est de dire on s'est tiré dans le pied. Hier matin, Martin Saint-Louis qui dit face à une équipe comme les Kings de Los Angeles qui vont en être un 3e match en 4 soirs, qui ont connu des difficultés puis qui vont sortir enragés pour pouvoir se remettre d'équerre. La dernière chose qu'on doit faire, c'est se tirer dans le pied nous-mêmes. C'est à nous de donner le ton, puis c'est le contraire que son équipe a fait. Alors, je comprends que la boucane lui sortait par les oreilles après la rencontre d'hier. Le Canadien a eu 40 de possession de rondelles, 41 en première période et 33 en 3. L'équipe qui est à son 2e match en 2 soirs avec à son dernier match d'un long voyage avant de retourner dans l'Ouest a eu 66 de possession de rondelles en 3e période. Fait que c'est ça. Puis pour le premier trio, tu regardes les statistiques de possession de rondelles du premier trio la saison dernière, elles étaient quand même bonnes. Puis juste visuellement, juste de mémoire, je me souviens quand Slafkovský est arrivé sur ce trio-là, il avait changé la donne parce qu'il faisait de l'échec avant. Il était souvent Suzuki plaçait la rondelle ou Caulfield, puis Slafkovský arrivait comme un train en fond de territoire. Puis c'est un gars imposant physiquement. Là, les défenseurs, ils pensent 2 fois, puis il créait du chaos. Il était très impliqué, Slafkovský, puis ça profitait à ce trio-là. Mais on n'a pas vu ce Slafkovský-là cette année. Et on s'entend, c'est pas Caulfield qui va
qui restait dans le coin avec 2 défenseurs et sortait avec la rondelle. C'est pas son point fort d'appliquer ce genre de pression-là, ni Suzuki qui a des responsabilités défensives dans le territoire défensif quand l'équipe est là, mais Slafkovský apportait cette nouvelle essence-là, puis on le voit moins, fait que ça explique peut-être en partie. Mais je suis content que tu dises ça parce que quand tu as établi tout à l'heure que encore l'an passé puis l'année d'avant, cette équipe-là avait de la difficulté en possession de rondelles, je me disais, de mémoire, il me semble, ce trio-là particulièrement, c'était pas si évident à l'œil. Alors, effectivement, c'était pas si... ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on voit depuis 5 matchs, c'est pas... sans dire que c'est l'anomalie. On les a vus faire le contraire par le passé. Là. C'est pas quelque chose à construire ou ce serait pas quelque chose de nouveau. Ce serait de retrouver une façon de faire. Oui, c'est anormalement bas. Là. Voilà, OK. Ils étaient dans les bas-fonds la saison dernière, mais ils sont capables. C'était quand même mieux. Mais sauf que quand tu es dans cette situation-là puis que tu es en reconstruction, d'une année à l'autre, la progression, c'est aussi de voir, on le faisait, de temps à autre, on était très bon, mais il faut le faire plus souvent. Tandis que là, jusqu'à maintenant, c'est le contraire qui arrive, c'est qu'ils ne l'ont pas fait. Il y a eu un match où ils ont bien paru face à des sénateurs qui n'avaient pas envie d'être là trop. Puis juste de mémoire, l'année dernière, le premier trio, je pense, était pas mal en possession de rondelles, mais tu avais énormément de blessés. Tu avais souvent des gars de la Ligue américaine qui jouaient au sein du 4e trio et tout ça. Et donc, les 3e et 4e trios étaient moins garnis. Eux autres en arrachaient... en arrachait plus. Alors, mais là, les 3e et 4e trios sont performants. Là. Ils font leur travail, puis ils occupent, ils ont des présences prolongées en territoire adverse. Mais là, ce sont les 2 premiers trios qui doivent relever le niveau. Là. Je suis content qu'on ait, élargi ce portrait-là parce que il me semble que c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Donc, la rondelle dans le coin. Il me semble que... Qu'est-ce qui... hier, là, c'est ça. Jake Evans, Nick Suzuki, Martin Saint-Louis, tu sais, faut arrêter d'être trop... de faire des petits jeux. Puis quand il n'y a pas de jeu, il faut lancer... Lance-la la rondelle, puis, tu sais, au pire, je sais pas, comme prends pas de chance. Lance-la dans le coin, d'aller la chercher. Il me semble, ça m'apparaît simple. Non? C'est ce que c'est moi qui est trop parce simple? qu'avec les années... Les statistiques, une des premières grandes découvertes des statistiques avancées, ça a été de déterminer que les entrées de zone en possession de rondelles menaient à davantage de chances de marquer qu'un rejet de rondelles en fond de territoire. Puis ça a créé un changement au sein de toutes les équipes de mettre l'accent sur le fait que tu passes la ligne bleue, garde possession de la rondelle autant que possible. Fait que je comprends que dans une certaine mesure, tu dis... On va être davantage récompensé si on garde le maintien de la rondelle. Sinon, place-la mieux. Si tu la places en fond de territoire, place-la pour qu'on puisse la récupérer. Surtout pour qu'on soit le premier rendu. Ça, c'est un problème. Tu sais, tu parles du trio de Dak, qui, entre autres, qui a des ennuis en ce moment. Dak puis Armia, c'est 2 joueurs qui pourraient faire un bon travail de hockey profond, de jouer profondément, de faire du mouvement circulaire, d'être en fond de territoire, travailler derrière le filet adverse, utiliser leur gros gabarit, etc. Ils ont avec eux Alex Newhook, qui, lui, a le plus de vitesse qu'eux autres. Alors, c'est peut-être le moins gros, mais sauf que si tu fais un placement de rondelle, normalement, il faudrait qu'Alex Newhook soit le premier rendu. Puis que lui permette à ce trio-là de s'installer puis d'entretenir, de nourrir la possession de rondelle une fois qu'il la remet à Dak et Armia. Malheureusement, c'est pas ce qu'on voit. Sur l'autre trio, Slafkovský, pour moi, il est le plus inactif des 3. C'est celui qui ressort le moins. Suzuki a des flashs quand même. Il y a ses manquements, mais je trouve quand même qu'il crée certaines choses offensivement. Caulfield bosse de temps à autre, mais on voit beaucoup moins Slafkovský, puis lui devrait servir à ce niveau-là. Puis je me dis, le trio, Caulfield, Suzuki, Slafkovský, ce qu'on a vu quand ils arrivent à générer de l'attaque à 5 contre 5, c'est beaucoup dans les montées adverses, justement en entrée de zone. Mais c'est des gars qui vont créer de l'attaque autour des cercles de mise en jeu. C'est pas des gars qui vont nécessairement créer à partir en se positionnant très, très profondément en zone adverse. Fait que quand Martin Saint-Louis dit on veut avoir une game plus profonde,
est-ce qu'ils ont les effectifs qui vont faire en sorte qu'ils vont jouer de cette manière-là? Je pense qu'il y a des joueurs qui l'ont, mais ça prend... Il faut que tu l'aies dans ton ADN, puis il faut que tu aies aussi un profil physique par rapport à ça. Puis j'ai pas l'impression que ce trio-là est bien appliqué ou bien adapté pour faire ce genre de travail-là en particulier. Puis tu sais, c'est pas nécessairement une question de gros gabarit parce que Jake Evans, Gallagher puis Anderson, en ce moment, c'est ceux qui le font le mieux, de jouer profondément. Mais quand tu regardes un top 6 qui a de la difficulté à trouver ses repères puis à se donner de l'élan, c'est pas comme s'il y a un des deux trios qui fonctionne puis l'autre ne fonctionne pas. Quand les deux ne fonctionnent pas, ben, tu dis, après l'échantillon qu'on a sous la main, peut-être que ce serait pas une mauvaise idée de brasser les cartes. Là, on enregistre pendant peut-être qu'ils sont en train de brasser les cartes. Je vais le dire tout de suite. Ouais. Mais c'est ça. J'ai évoqué ça au tout début. Là, à partir de... On parlait de la patience et tout. À quel moment est-ce que... Elle est où, cette ligne-là, entre leur laisser du temps puis dire, bon, ben là, ça marche pas. Ils ont joué beaucoup avec les paires de défenseurs pour essayer de faire grimper les indicateurs de possession. Ça, avec plus ou moins de succès, là. Il n'y a pas de trio intouchable, à mon avis, chez les Canadiens. À part Jake Evans. Mais je comprends, Martin Saint-Louis, le camp a été étrange. Le premier trio a joué 2 matchs seulement. Il y a eu un match farfelu avec de la violence où ils n'ont pas pu travailler grand-chose. De dire, OK, on n'a pas eu beaucoup de répétitions au camp, je vais laisser une chance à tout le monde de s'installer. Mais là, ça fait 5 matchs, là, puis c'est pas... ça révèle pas grand-chose de prometteur. Pourquoi pas? Hein? Puis, sans compter que Kirby Dach, c'est vrai qu'il a raté toute la saison dernière, puis que ça va lui prendre un certain temps avant de retrouver son rythme de croisière, mais il est le centre du deuxième trio. Puis pour que le Canadien fonctionne, il a besoin que son deuxième trio fonctionne. Ouais. Alors, tu sais, c'est pas... c'est pas une situation idéale pour lui, mais c'est la situation dans laquelle il est. Puis, peu importe qui sont ses coéquipiers autour, il va devoir... Il est condamné à retrouver son rythme parce que quand son trio est inefficace, ça rend le trio de Suzuki inefficace également parce que ça met plus de pression puis ça fait en sorte que la couverture ou la surveillance envers le trio de Suzuki est accrue. Alors, tu as besoin d'avoir une multitude de menaces, que ce soit réparti sur plusieurs trios. Mais là, ni l'un ni l'autre ne fonctionne. Mm-hmm. Non, mais on va se le dire, là, c'est le fun. C'est le fun de changer les trios. Ça fait changement. Ben, moi, je suis un apôtre de la stabilité, mais à un moment donné, c'est que tu dis, on pourrait juste changer les choses juste pour aider les gars à se relancer, à retrouver confiance en leurs moyens, à leur montrer autre chose, créer une dynamique. Ouais. Puis après ça, on revient aux formules avec lesquelles on est le plus confortable, puis peut-être dans certains cas, les formules que ces joueurs-là préfèrent aussi, parce que je pense que Suzuki, Caulfield et Slafkovsky aiment beaucoup jouer ensemble. Mais si tu sens que ça marche pas, tu sais, on brasse les cartes, puis c'est pas... Ça veut pas dire que terminal. C'est... Non. Non. Et ça force tout le monde. Quand tu changes de partenaire, tu arrives... Tu regardes à ta gauche, à ta droite, puis il y a un des deux gars qui a changé. Ça te force à travailler différemment, là, parce que ça te sort de ta zone de confort, tu essaies d'exploiter les atouts de tes coéquipiers différemment et tout ça. Ça pourrait être payant. Puis je veux juste revenir sur moi, le trio de Jake Evans, je regarde travailler depuis le début de la saison. Là, ça me fait penser au trio que Dano formait avec Tatar puis Gallagher, mais avec moins de talent. Alors, ils travaillent exactement, ils se compliquent pas la vie, puis Josh Anderson, c'est exactement ce genre de joueur-là. Là, Martin a essayé de faire... quand il est arrivé, Martin Saint-Louis a essayé de changer un peu le joueur, d'ajouter à son répertoire. Mais là, c'est steak, patate, blé d'Inde. Let's go. Puis c'est pas compliqué. Puis ils ont du succès, c'est beau. Puis tout le monde dit « Wow, Gallagher, il a vraiment un bon début de saison. C'est admirable. On pensait qu'il était fini. » Ben, ils jouent exactement de la façon dont ils doivent jouer. Puis il faut que les deux premiers trios ajoutent un petit peu de papier sablé. Et je veux pas, j'y souhaite juste du bonheur, là, mais enfin, j'y souhaite aucun malheur, mais Anderson encore pourrait avoir 2-3 buts de plus. Là. Il y a quand même eu quelques occasions là, assez, alléchantes.
et ça ne s'est pas concrétisé. Gallagher a peut-être été plus réaliste pour emprunter au soccer en ce sens-là, mais c'est vrai que c'est un trio dont les autres peuvent s'inspirer. Je vais conclure là-dessus, dans le point de presse, sur cette inertie offensive. Dans le point de presse, la question est en anglais. Puis Saint-Louis, il a coupé court, mais il a dit vas-tu être proactif? Oui. C'était ça. Ça l'a piqué au vif. C'est Harpen. C'est Harpen, OK. Ah ouais. Ça a piqué Martin au vif. Parce que. Il était pas content. Ben, la question, je m'excuse, était vraiment pertinente parce que c'est ça. Là, on discute de brasser des cartes ou je ne sais trop. Moi, tantôt, je disais, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. En première période, là. Je veux aucune entrée de zone autre que tu dompes la rondelle. Puis après ça, on verra. Il me semble, ça me paraît comme des affaires simples. Enfin. Mais bref, en ce sens-là, la question était pertinente parce qu'on ne le voit pas, là, ce que Saint-Louis essaie de faire pour changer la donne. On ne le voit pas travailler en coulisses, mais on voit que les trios sont restés les mêmes. Exact. Mais puis on voit que, je veux dire, ils essaient. Bon sang, parce que j'imagine que ce discours-là, après le match, que arrêter d'être cute puis lancer la rondelle, ça ne doit pas être la première fois qu'il en parlait. Là. Non, puis Caden Gooley nous l'avait dit après le match contre les Penguins de Pittsburgh qu'ils avaient essayé d'être trop cute à la ligne bleue. Fait que c'est cute et ligne bleue, c'est des mots qui vont ensemble, c'est des mots clics. Alors tu fais une recherche là, sur Internet, puis là, tu fais Canadien, cute, ligne bleue, ça va ensemble. Tu vas avoir beaucoup de rondelles perdues. Quand je dirigeais des équipes au hockey mineur au début de la saison, je marquais l'imaginaire de mes joueurs comme ça, je leur expliquais. Là, quand tu approches de la ligne bleue, quand on approche de la ligne bleue défensive, la chose la plus importante dans ta vie, à ce moment-là, il faut que la rondelle sorte de l'autre côté. Puis quand on approche de la ligne bleue offensive, la chose la plus importante à faire dans ta vie, c'est qu'il faut que la rondelle traverse cette ligne bleue-là. Puis là, tu leur expliques, les enfants, ils comprennent ça facilement, là, tu leur expliques que à 1 contre 1, les chances de déjouer un défenseur, peu importe le niveau de hockey, c'est 7 % d'arriver là, à 1 contre 1, de battre un défenseur, de lui passer ça entre les patins ou de le contourner, de le faire bouger avec une feinte, c'est à peu près 7 % les chances. Fait que là, ils savent compter habituellement. Alors, fait que c'est drôle de voir qu'une équipe de la Ligue nationale, quand même, avec des gars qui ont eu, toute leur vie, ont été dominants, puis il y a plein d'anciens universitaires là-dedans, tout ça, que ce concept-là, ce soit pas tout de suite assimilé, puis tout de suite appliqué, et moi, je me demande, je les regarde jouer cette année, là, je me demande s'il n'y a pas un effet Lane Hutson là-dedans, où les joueurs de premier trio voient Lane Hutson qui feintent tout le monde, qui dribble tout le monde, qui se promène, qui soulève la foule. Nous autres aussi, on a des habiletés. Nous autres aussi, on est capable de faire ça. Mais Lane Hutson, c'est Lane Hutson. C'est intéressant. De toute façon, inquiétez-vous pas, le segment Lane Hutson s'en vient. Semblait. C'est obligé. Je veux pas. Je suis obligé. Mais juste pour clore là-dessus. Si on pouvait, on le commanditerait. Avant, il y a du potentiel là. Donc, proactif, c'est ça. Saint-Louis, ça l'a piqué. On s'en est aperçu. Donc, je sais pas, il va faire quelque chose? Est-ce qu'il va faire quelque chose? Est-ce que c'est le temps de faire quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a à faire à part ça? Des changements de trio ou je ne sais trop? Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Je pense que, écoute, en termes stratégiques de ce qui est demandé, Martin Saint-Louis ne déviera pas de ça dans quoi il est engagé parce que il enseigne puis il prône auprès de ses joueurs ce en quoi il croit. Alors, il ne changera pas à cause d'une fiche déficitaire les principes de base qu'il va enseigner. Je pense pas qu'il va y avoir de grands changements à ce niveau-là. Tu mentionnais tout à l'heure qu'on enregistre le podcast avant l'entraînement du Canadien. Peut-être qu'il va y avoir des changements de trio. Moi, je pense que c'est le bon moment d'en faire. Puis, voulez-vous savoir ce que je ferais? Oh! Parce que moi, je suis arrivé préparé. Alors, on va aller au tableau. Je pense que c'est interdit au balado de faire des remaniements de trio. Mais vas-y, on peut faire une exception. Et puis des prédictions. Toi, t'aimes pas ça? Okay. Si on pouvait, on parlerait jamais de Lane Hutson. C'est ça. Non. Mais vas-y. Mais écoute, d'abord, je séparais Caulfield et Suzuki. Moi aussi. Ouais. Alors, spontanément, parce que ça a fonctionné auparavant, on se disait Slafkovský et Dak, ça pourrait fonctionner, mais je séparais plutôt Caulfield et Suzuki, et je garderais Suzuki et Slafkovský ensemble. Alors, il y avait une belle chimie. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a un beau duo. Là, Donc, Newhook, Suzuki, Slafkovský. Pour moi, ce serait un trio intéressant. Caulfield avec Dak, et j'irais mettre Anderson là. C'est vrai que le trio de Gallagher et Evans fonctionne très, très bien, mais je pense que la base de ce trio-là, c'est le duo Gallagher-Evans, qui se complète très bien. Et tu peux leur mettre Yoel Armia sur la 3e unité, puis je pense que l'identité de ce trio-là va demeurer quand même. Ouais.
Alors, Anderson t'as besoin d'avoir du nord-sud, du rondelle profonde, on se casse pas la tête, là, puis on utilise notre vitesse à bon escient, puis on met de la pression en échec avant. Je pense que Anderson, en ce moment, il est sur un élan il se montre ouvert, très réceptif à jouer de cette manière-là. Fait que va en faire bénéficier Caulfield et Dach. Alors, pour moi, le top 9, là, il se dessinerait de cette manière-là. Puis on s'entend, là, c'est pas... on vient pas de le revirer, là, tout à l'envers. Là. C'est très chirurgical. Voilà, c'est intéressant. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu fonctionnes avec les gars que tu as. J'aimerais bien vous dire que... moi, c'est vous qui je verrais là, Nathan MacKinnon. Je suis surpris que tu n'aies pas mis MacKinnon dans un des 2 premiers trios, mais bon. Moi, sur mon équipe, il n'est pas là. C'est ton choix. Je pense que c'est juste le joueur en tant que tel. Je pense que c'est un joueur qui est dominant dans la Ligue nationale. Donc, c'est sûr que quand il n'est pas sur la glace, ça fait un gros trou. Mais je sais pas à quel point je pense que les gars sont capables de prendre le temps de glace de plus. Mais comme je dis, je pense que c'est le joueur. C'est un gars qui crée beaucoup pour nous autres, qui joue extrêmement bien contre des grosses lignes de l'autre bord. Donc, c'est sûr que perdre un gars comme ça fait toujours mal. David Savard sur Mike Matheson qui a quitté le match dans le... C'est quoi le mot que je cherche? L'obscurité. Ah oui, pas l'obscurité, mais on n'a aucune idée. On n'a aucune idée de pourquoi. Blessure au bas du corps. Non, mais c'est ça, il n'y a personne qui a identifié. Ça semblait assez fortuit. Haut du corps? Ouais. Haut du corps. Ça semblait assez fortuit comme blessure. Il n'y a pas de geste où il serait tombé de manière... Non, c'est ça. On n'a pas vu de scène... qui nous donnerait un indice. C'est ce que je voulais dire. Et donc, probablement qu'on est en train d'annoncer là, les détails là, sur la blessure de Matheson ou pas, là, dans le cas échéant. Bref, tout ça pour mettre la table un peu. Ça fait quelques épisodes qu'on fait ça. Hein? On fait l'attaque, puis après ça, la défense. On devrait toujours faire ça comme ça. C'est bien plus simple. Puis on fera les gardiens. Ouais. Avant, tu commençais par les gardiens. C'est ça. Mais voilà, mais je change, c'est ça, j'évolue. T'évolues, oui. Je suis mature, je suis un animateur mature. Parce que Savard, dans sa réponse, disait qu'il va falloir que quelqu'un prenne les minutes. Oui. Mais c'est pas besoin, là. On n'a pas besoin de personne pour prendre les minutes. C'est Lane. Ouais. On va toutes les donner à Lane. C'est drôle, j'ai eu une conversation intéressante avec notre ami Gascon hier sur la passerelle. C'était une soirée d'amoureux pour nous hier, parce qu'il était... C'est la Saint-Valentin. Lui, il est en soirée d'amoureux avec Harpin quand il vient. Il est toujours. On se dit. Chacun, c'est. On se visite un petit peu, mais c'est moins. Sur la passerelle de l'amour. Hey! On va en vendre. Et donc, c'est ça. Alex disait c'est pas normal que là, Matheson sort du match, il reste 5 défenseurs. Puis que là, tout repose sur la recrue de 160 livres qui vient d'arriver dans l'alignement. Voyons donc, c'est anormal. Et c'est pas un mauvais point. Et ça soulevait 2 questions. Qu'est-ce que... il a joué 30 minutes et 5 secondes hier, Lane. Donc, c'était le 2e plus haut total de minutes dans la Ligue nationale cette saison pour l'ensemble des joueurs. Celui qui a eu plus un match, c'est 31 minutes et quelques, c'était Quinn Hughes, je pense. Alors, et je me disais, qu'est-ce que ça dit sur Lane Hutson, ces 30 minutes-là, et qu'est-ce que ça dit sur le reste de la brigade défensive? Et là, on pourrait avoir une conversation intéressante là-dessus. Et Martin l'a dit dans son point de presse après le match, quand il était question de Lane Hutson, il a dit il drive, il a employé le mot drive, mais il pousse vers le haut les taux de possession de rondelles. Quand il est là, il y a toujours un effort maximal. Et c'est vrai, il est toujours en possession de la rondelle, Hutson. Et honnêtement, dans les 2 premières périodes, hier, je me suis concentré particulièrement sur lui. Là, il y avait un match. C'est rare que tu peux disputer un match parfait au hockey, là, parce qu'à un moment donné, tu vas faire une mauvaise passe, un revirement, le jeu bouge constamment. Mais tout avait l'air tellement facile quand il était sur la patinoire, là. Il donnait la rondelle, il n'y avait pas de ligne de passe directe, il faisait un placement dans le coin, son coéquipier arrivait, récupérait la rondelle. C'était de toute beauté, c'était presque poétique de voir ça. Et il a joué 30 minutes hier, mais là, c'est ça, si... il y a eu quelques occasions avec la première unité d'avantage numérique, sauf qu'ils n'ont pas eu la possession. Ils n'ont pas eu la possession de la rondelle. Ils n'ont pas pu s'installer dans la zone pour qu'on puisse le voir à l'œuvre. Alors, si Matheson, et là, on n'a aucune idée parce qu'on n'a pas les résultats aujourd'hui, mais si Matheson s'absente pour quelques matchs ou à plus long terme,
il va y avoir beaucoup qui va reposer sur les épaules de Lane Hutson parce que effectivement, la possession de rondelles le peu de possession de rondelles passe par lui. Étant donné que Matheson a raté 2 périodes hier, depuis le début de la saison, c'est Lane Hutson qui a le plus haut temps d'utilisation moyen dans un match chez le Canadien, à 22 minutes 55. C'est un gars qui a joué 7 matchs dans la Ligue nationale. Ouais. C'est ahurissant. Qu'est-ce que ça dit sur l'équipe? Ben, écoute, ça dit que cette brigade défensive-là est mal empotée en ce moment parce que tu as Caden Gooley qui, s'il y avait... Ben, je pense qu'il est fiable en toutes circonstances, mais il ne génère pas autant d'attaques qu'Hudson. Et étant donné que le Canadien est souvent en déficit, ben, il se tourne vers ses meilleurs éléments offensifs pour essayer d'aller compter des buts. Mais même s'ils ont joué 2 périodes à 5 défenseurs, face aux Kings, seulement Hudson et Gooley ont joué plus de 19 minutes. Exact. Alors, quand je dis une ligne bleue mal empotée, c'est que là, tu as David Savard qui est clairement en perte de vitesse aux yeux de l'équipe parce que Martin Saint-Louis m'a dit l'autre jour, on va gérer son temps de glace pour maximiser son utilisation. Ça veut dire on veut le garder frais et dispo, on veut le garder frais pour des infériorités numériques. Puis il m'avait dit, il y a des soirs où il va jouer plus si on perd un gars. Et puis là, ils ont perdu un gars. Puis il s'est rendu à quelques 18 minutes, presque 19 minutes. Mais c'est correct, parce que de toute façon, il est peut-être rendu là dans sa carrière, puis si c'est la façon d'aller chercher le meilleur de David Savard, c'est correct. Okay. Mais s'il n'est plus un défenseur top 4, il en manque un. Puis en ce moment, Barron et Xhekaj, ça a été très volatile depuis le début de la saison. Je trouve cependant intéressant que Martin Saint-Louis ait continué de leur faire confiance à ces deux-là, même si Struble était prêt à revenir au jeu. C'est comme s'il a mis au défi au cours des 2 derniers matchs, Barron et Xhekaj, de dire, écoutez, les gars, vous avez un bon potentiel, il est temps de nous montrer ce que vous avez dans le ventre. Je pense que Barron a assez bien répondu. Ces 2 derniers matchs ont été meilleurs que ses 3 premiers, mais ça continue d'être difficile dans le cas d'Arber Xhekaj. Alors là, si tu as des défenseurs qui sont soit inefficaces, en perte de vitesse ou encore inconstants comme Barron, ben tu te retrouves à avoir très peu de joueurs vers qui tu peux tourner et dire « Ah, eux, ils vont nous prendre des minutes. » Alors, je ne sais pas si là aussi, il y aura lieu d'avoir un changement d'effectif, un rappel, etc. Logan Mailloux a fait des feux d'artifice à ses 2 premiers matchs à Laval. Cette brigade défensive-là va avoir besoin d'un électrochoc. Mais ce qui ne l'aide pas, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des revirements qui sont causés par les attaquants, la pression est mise sur eux. Alors, des fois, la rondelle se retrouve dans le fond du filet, puis on va dire, ah ben là, c'est un tir que Montembour aimerait revoir, ou bien la défensive a mal paru. Mais l'erreur originelle aussi part des attaquants qui ont commis des revirements. Et la façon dont les défenseurs sont utilisés depuis le début, ça laisse croire que la direction ou le groupe d'entraîneurs sont surpris par le rendement individuel des joueurs, là, parce que c'est assez particulier que dès le match Boston, on s'est mis à jouer avec les combinaisons. Là, là, écoute, hier, il y avait 5 défenseurs, c'est une chose, mais on a commencé très rapidement à essayer. Là, ça ne fonctionne pas. Puis Goulet avec Hudson, puis Matheson avec Barron, Xhekaj s'est promené, puis Savard se promène, puis le temps de jeu de Savard coupé de façon quand même importante, alors que c'était lui qui apportait le plus de stabilité. Et tiens, mais parce que Marc-Antoine s'est exprimé, mais penses-tu que Savard, effectivement, est rendu là dans sa carrière? Je sais pas, parce que c'est remarquable. Là. Il a perdu quasiment 25 % de son temps d'utilisation. On en a parlé un peu mardi, mais c'est ça, c'est parce qu'il est trop mature. Non. Écoute, moi, ça me fait penser, quand il est arrivé, David, chez Canadien, il y a eu une période qui était un peu plus difficile. Il y a eu comme une quinzaine de matchs, nouvelle équipe. Puis il était sur ses restants de pétanque, je pense, de la conquête de la Coupe Stanley. Puis il y a eu une période, je pense, il y a 2 ans, en cours de saison, qui avait été plus difficile. Là, il jouait avec Brad Kulak, qui se promenait partout sur la patinoire, puis il essayait de... son partenaire était partout, était très éparpillé, puis il essayait de réparer, de combler. Fait que ça faisait que lui-même n'était pas bien positionné. Puis, c'est un défenseur défensif.
c'est la posture et c'est le positionnement sur la glace, surtout quand tu n'es pas un patineur explosif, là, comme David Savard. Et depuis le début de la saison, moi, ce que je remarque, il joue beaucoup à l'extérieur des points de mise au jeu, au lieu d'être bien positionné à l'intérieur, de jouer ce que les entraîneurs appellent la petite glace. Là. Donc, il joue large, il est souvent à l'extérieur des points de mise au jeu. Sa posture, souvent, quand tu as le dos parallèle à la patinoire, là, c'est parce que tu n'as pas une bonne posture. Tu fais des efforts, tu es loin de la rondelle, tu essaies d'y aller avec le bout du bâton et tout ça. Et c'est pas ça son jeu à David Savard habituellement. Il est toujours bien positionné. Fait que peut-être que le fait qu'on s'est mis à changer de partenaire rapidement, ça a fait ça, mais ce sont des choses qui se corrigent, à mon avis. Je pense pas qu'il soit fini, loin de là. C'est ça. Je posais la question en ce sens-là. Là. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ce n'est plus un défenseur top 4? Là? Ben écoute, je pense que le Canadien est en transition. S'il ne l'est plus, il faut qu'il y en ait quelqu'un pour il faut qu'il y ait quelqu'un pour le remplacer. Mais je pense que dans une certaine mesure, lui, il n'est pas différent des autres. Il veut jouer le plus possible, mais il réalise également que l'équipe est en transition puis qu'elle veut pouvoir donner davantage de responsabilités à ses jeunes défenseurs. Fait que je pense qu'il est très conscient de ça. Moi, ça m'a tiqué, ça, de l'entendre parler comme ça, de dire c'est normal, les jeunes, on va donner plus. Ouais. Ça m'a tiqué d'entendre un vétéran comme ça, un fier, que je considère comme un fier compétiteur, comme accepter ce fait-là. Il me semble que tu défends ta chaise à la vie, à la mort. Il va falloir que vous me l'arrachiez, mon temps de jeu. Jake Allen parlait un peu de la même manière. C'est pas la même position, mais il avait un peu pris cette approche-là qui était un peu... presque paternelle. Pas déférente, mais de dire peut-être que j'en suis rendu là ou quoi que ce soit. Puis c'est le cycle de la vie. Voilà. Je suis rendu là, puis je vais servir de mentor, etc. Mais il l'a pas traduit de cette manière-là. Puis je pense qu'il veut continuer de jouer, mais sauf qu'en ce moment, même malgré tout il y a beaucoup été question du fait qu'il avait atteint le plateau des 800 matchs. Il n'y a pas un statut qui fait en sorte qu'il est à l'abri, s'il ne joue pas bien, de voir son temps d'utilisation diminuer. Puis il était le premier à reconnaître qu'il n'a pas connu de bons matchs parce qu'effectivement, au niveau de la prise de décision, du positionnement, de dire là, mon coéquipier dans le pétrin, je vais aller l'aider tout de suite, mais est-ce que mes autres coéquipiers derrière moi sont là où ils doivent être? Des fois, il y a des lectures de jeu qui peuvent se faire de façon un peu précipitée, puis finalement, les petits surnombres dont on parlait tantôt, si tu te commets trop rapidement, t'en donnes un à l'adversaire. Mais bref, Savard, je pense qu'il n'est pas exempt de ça, puis c'est correct. Je pense pas c'est pas qu'il joue pas assez, c'est qu'il n'y a personne pour prendre ces minutes-là autour. Parce que Justin Barron, c'est correct, là. Pour l'instant, il justifie d'être utilisé, mais il ne m'apparaît pas non plus être un gars de dire OK, lui, on va se tourner vers lui, puis on peut lui donner 20 minutes par match. C'est ça, on est rendu ayant vivement Jayden Struble. Hein? Est-ce qu'on s'ennuie? Juste un petit mot, parce que je veux qu'on parle un peu. Martin, tu as fait quelques téléphones cette semaine, tu as écrit là-dessus. Ça recoupe un sujet dont on a parlé mardi. C'était mardi, la semaine dernière? Ouais. Précédemment dans cette saison. Soit celui là, de l'ouverture du marché nord-américain avec la NCAA qui va assouplir vraisemblablement, là, parce que c'est pas encore officiel, mais qui va assouplir ses règles, ce qui permettrait à des joueurs du junior majeur canadien d'aller jouer dans la NCAA, ce qui n'était pas possible avant. Mais juste avant, c'est parce que c'est à cause de Jeremy Swayman, on en a beaucoup parlé depuis le début de la saison, puis on constatait que un bon gardien est jamais rémunéré, est jamais vraiment considéré comme une superstar en termes de rémunération. Puis on a encore eu un exemple cette semaine. Quoique, est-ce que Jake Oettinger est rendu là dans sa carrière? Il n'est pas loin, ou enfin, il n'est pas tant... Comme Jeremy Swayman. Comme Jeremy Swayman, c'est tout à fait décomparable. Hein? Tout à fait. Et ont-ils signé d'ailleurs exactement le même contrat? Oui. De 8 ans à 8,25 millions. Je vous laisse faire l'addition chez vous. Hein? Non, mais j'implique les auditeurs, les auditrices. Ça fait 60 cucs.
Très exactement. Au total. 60. Ouais. Mais c'est ça, c'est une autre. Mais non, mais moi, ça me choque un peu parce que. Puis, tiens, on va faire une parenthèse là-dessus. Moi, je m'excuse, mais Samuel Montembeault, là, je suis pas convaincu qu'il reste vraiment responsable d'un des buts qu'il a accordé. Tu veux dire, depuis le début de la saison, ouais. Ouais. Ben, en tout cas. Ben, hier, le troisième, honnêtement. Il y avait beaucoup de déviations. Puis c'est drôle parce que. Les hier... deux premiers, oui, mais le troisième, il n'y en avait pas. Le troisième, il n'y avait pas de déviation. Bon. Mais hier, les Kings ont été super dangereux et ils n'ont souvent pas marqué quand ils étaient super dangereux. Ben, c'est pas arrivé souvent qu'ils soient super dangereux. Il y a eu plusieurs échappées. Il y a eu plusieurs occasions là, dangereuses. Ça n'a pas donné des buts. Puis ce qui a donné des buts, c'est la rondelle qui rebondit à terre, puis sur un bâton, puis à terre. Ouais. Puis sur un... Non, j'exagère, là, mais... C'est un très bon contrat pour le Canadien, celui de... Ben oui. C'est ça. Mais c'est une démonstration supplémentaire que les gardiens ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Mm-hmm. Parce qu'on peut dire ça d'Oettinger, on peut dire ça, puis ça regarde mal pas ça regarde mal, mais il y a un bras de fer qui se dessine avec Shesterkin puis les Rangers. Mm-hmm. Ouais, lui, il a l'air déterminé à faire sauter la banque puis à gagner plus que Vasilevski. En fait, ce qu'il vise, c'est avoir un contrat supérieur à celui de Carey Price. Mais il faut aussi qu'il fasse la démonstration qu'il est 3 millions par année meilleur que Oettinger, Sorokin, Swayman. C'est le meilleur de la Ligue depuis 3 ans. Oui. Ben, il y a quand même eu un petit passage à vide là, en courant de saison dernière, mais c'est sûr que tu me demandes quel gardien tu veux avoir. Probablement, ce serait Shesterkin. Ouais. Il est meilleur que Carey en ce moment. Là. Oui, mais Carey n'a pas perdu un match depuis très longtemps. C'est bon. Ça fait longtemps qu'il n'a pas donné un mauvais but. Non, c'est ça. Oh là là. Fait que les tirs qu'il voudrait revoir, c'est à la chasse qu'il les fait. Mais bon, où est-ce que je sais pas. Ton badinage, là, qui est mort. On n'a pas le droit de s'amuser. On n'a pas le droit. Non, mais c'est ça. Le marché, c'est vrai que le marché est un peu contraignant pour les gardiens de but, mais sauf que je trouve ça intéressant qu'on se réfère à ce qui vient d'être signé ailleurs comme base, puis qu'on met des gardiens de premier plan à peu près tout dans le même paquet en disant, si tu es un gardien de but de premier plan, tu vaux ça. La seule distinction que je mettrais dans le cas de Oettinger, c'est que il évolue au Texas, là où il n'y a pas de taxe étatique, comparativement à Swayman qui est au Massachusetts ou encore Sorokin dans l'État de New York. Eux autres, ils en ont. Fait qu'Oettinger gagne plus. Exactement. Alors lui, peut-être qu'il se dit, tout ça, si je me compare aux autres, je vaux le même salaire, mais à cause... Il en reste plus dans la poche, en fin de compte. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui l'avantage, mais... je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner pour Shesterkin. Puis, écoute, dans tout ça, on fait rapidement le tour. Je mentionnais Vasilevski, on fait rapidement le tour des gardiens élites. Mais il y a Connor Hellebuyck aussi qu'on pourrait rajouter dans ce... Qui était quoi, 8.5? Ouais. Alors, tu vois, il y a comme... Non, mais moi... Son contrat a été signé... L'an dernier, l'été dernier. Son contrat... Pas l'été dernier, mais l'été d'avant. Il a été signé en octobre l'année dernière. Ouais. Octobre 2023. On disait avant d'enregistrer, reste qu'à 8 millions. On anticipe que McDavid va probablement signer autour de 16. Ouais. C'est presque du simple au double. Je veux bien croire que Connor McDavid, c'est Connor McDavid, mais bon sang, le meilleur gardien de la Ligue ne devrait pas gagner la moitié de son salaire, non? Bien, comme je vous l'ai dit l'autre jour, un gardien de but, c'est comme la santé, c'est quand t'en as pas que tu réalises que c'est important. Oui. Alors, effectivement, ces gars-là, la liste de gardiens de but qu'on vient de nommer, tu les soustrais de leur équipe, le portrait change complètement, mais c'est le lot de la majorité des équipes dans la Ligue nationale d'avoir des gardiens qui font l'affaire, mais qui ne sont pas nécessairement des gardiens dominants. Il y a beaucoup de fluctuations d'une année à l'autre dans le rendement d'un gardien. C'est difficile d'aller chercher de la stabilité. Fait que oui, faire l'arrêt de plus, c'est important, mais aussi savoir à quoi t'en tenir d'une année à l'autre. Ces gardiens-là, c'est là où ils se démarquent, c'est au niveau de leur constance. Autrefois, il y avait Jacob Markstrom qu'on pouvait inclure dans ce groupe-là, mais il y a eu une année ou deux difficile à un moment donné. Il s'est fait un peu casser en deux par les Oilers d'Edmonton en séries éliminatoires. Puis après ça, jamais vraiment retrouvé son rythme. Puis là, finalement, il a fini par être échangé. Les échelles salariales ont toujours été compliquées ou inférieures ou sous-évaluées pour les gardiens dans la Ligue nationale. Et les agents qui réussissaient à faire bien payer
leurs clients gardiens, c'était en les incluant dans le groupe des joueurs de concession. C'est de ça dont on parle. Patrick Roy faisait partie de ça. Martin Brodeur faisait partie de ça, mais Martin Brodeur ne voulait pas gagner. Il n'en voulait pas d'argent. Il n'en voulait pas d'argent. Moi, c'est trop d'argent. Ça ne rentrera pas tout dans ça a causé des problèmes avec son agent à l'époque. On verra ça bientôt, dans un livre à être publié bientôt. Mais... Mais c'est ça. Je pense que Shesterkin, tu regardes les statistiques de Shesterkin depuis 3 ans, là, c'est comparable à ce que Martin Brodeur faisait, là, ou ce que les Hachek faisaient à l'époque. Tout ça, si tu les places dans un contexte de 3 ou 4 saisons consécutives, puis c'est lui qui a la meilleure moyenne de buts alloués, qui a la meilleure moyenne d'efficacité, qui est parmi les 2-3 meneurs en termes de victoires remportées. Ben c'est ça. C'est un joueur très important dans ton équipe. Il faut qu'il soit payé en conséquence. Puis aussi, dans le cas d'Ottinger, ce qu'il faut ajouter, c'est que quand tu regardes, on peut comparer les gardiens de but à la grandeur de la Ligue, mais à l'intérieur même de l'équipe, chez les Stars, lui, il va se dire... Peut-être que le directeur général, Jim Neal, a dit à son agent, on veut bien le payer puis bien le rémunérer, mais on a Roope Hintz qui est signé à 8,45 millions, Miro Iskanen, notre défenseur vedette, qui est à 8,45 aussi. À quel point Ottinger peut prétendre être meilleur que ces joueurs-là? Il y a aussi Martin parlait comment t'appelles ça? Le corps, juste le corps. Le noyau. C'est ça le noyau à Dallas aussi. Puis ça parle d'avoir une saine gestion de ton équipe en général, parce que tu peux arriver avec des arguments comme ça quand tu négocies avec ton gardien ou avec n'importe qui, dans le fond. Oui, puis au sein d'une bonne équipe, ça se négocie toujours mieux aussi. C'est sûr. Alors, c'était notre plaidoyer final sur la rémunération. Finale. C'était un plaidoyer supplémentaire sur la rémunération des gardiens et la justice en général. Dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite. On a ce qu'on négocie. On a ce qu'on négocie. Voilà. Ça explique bien des choses. Et voilà. Est-ce qu'on va terminer là-dessus? On parle d'argent. Les téléphones sonnent chez les agents du Québec, ou enfin les agents qui ont des joueurs juniors. Oui, bien, quand on était assis ici mardi dernier, juste avant que le balado commence, j'ai reçu un texto sur mon téléphone, puis c'était un ami qui travaille au sein d'un programme universitaire canadien qui me disait « Vérifie ça, on est en train de faire du recrutement, puis ça va pas bien. Parce que les joueurs qu'on sollicite disent « Ben là, je vais réfléchir parce qu'il y a plusieurs universités américaines qui m'ont appelé. » Et il y a 3 équipes universitaires au Québec, l'UQTR, McGill, Concordia. Ces équipes-là, si tu regardes le roulement d'une équipe sur 4 ans, ces 3 équipes-là avaient besoin d'à peu près 5 recrues par année là, pour avoir un alignement équilibré. Alors, ils avaient le choix à 3 équipes d'aller chercher les 15 meilleurs finissants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, et le recrutement était fait. Puis à ce temps-ci de l'année, c'était presque réglé là, pour l'année prochaine. Et là, il n'y a personne qui s'engage parce que tout le monde, les joueurs potentiels, là, je parle de gars comme Jonathan Fauchon, qui est à Blainville, un joueur de 20 ans, 2e meilleur marqueur de la Ligue. Lui, c'est une cible de choix. Il y a déjà des universités qui le sollicitent. Antonin Véraud à Rouyn-Noranda, même chose. Il a remporté le titre de meilleur marqueur de la Ligue la saison dernière à 19 ans. Là, il est de retour comme joueur de 20 ans. Il reste à savoir, est-ce que ces gars-là veulent signer un contrat professionnel tout de suite ou tenter l'aventure à l'université. J'ai appelé quelques agents, dont Philippe Lecavalier, qui m'a dit « Non, moi, j'ai déjà reçu des appels pour 4 ou 5 de mes clients, et pas juste des gars de 19 ou 20 ans. Là, les universités veulent savoir, ton client de 17 ans, est-ce qu'il serait prêt à s'engager avec nous? Ouais. Peut-être pas pour jouer l'année prochaine, mais... Éventuellement, on fait un engagement, puis dans 2 ans, tu t'en viens chez nous. Alors, déjà, le magasinage est très combatif, même si la règle pour changer les critères d'éligibilité des joueurs juniors majeurs n'est pas adoptée. Et les universités canadiennes ne trouvent pas ça drôle du tout. Marc-André Élément, l'entraîneur des Stingers de Concordia, me disait « Moi, j'en reviens pas. Là, on trouve ça pas mal ordinaire, ce qui est en train de se passer. On a une infrastructure au Canada universitaire, puis au lieu de la bonifier puis de rendre ce réseau-là important dans le système de développement canadien, on va envoyer
nos meilleurs joueurs aux États-Unis, renforcer le système américain. Ben oui. Cela dit, c'est pas... C'est la NCAA. Je vois qu'est-ce qu'on pourrait faire. Non, en fait, c'est juste le résultat de 50 ans d'inaction par rapport au réseau universitaire. C'est juste le laisser aller. On a toujours misé sur le hockey junior pour développer les joueurs, puis le hockey universitaire au Canada n'a jamais considéré ça comme important. Puis les Américains, eux, c'est leur palier de développement le plus important, ce qui a beaucoup de sens parce que c'est un sport à développement tardif. Fait que nous, au Canada, on rejette nos joueurs à 19 ans en disant, ben là, va jouer au hockey professionnel. Puis le jeune Américain de 19 ans, lui, il commence la phase la plus importante de son développement à cet âge-là. Alors, c'est vrai que ça va faire exactement comme au hockey féminin. Ce sont les Américains qui vont contrôler ce palier de développement-là qui est extrêmement important. Mais je trouve ça très intéressant. Que la chasse soit déjà lancée aux talents canadiens et québécois. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu mentionnes un joueur de 20 ans qui est approché par des universités américaines. Tu sais, un gars qui n'a pas été repêché, qui a 20 ans, qui joue, qui finit dans la Ligue de la GMQ. S'il est recruté après son année de 20 ans, il va peut-être avoir un contrat à 2 volets, peut-être un contrat juste de la Ligue américaine, mais il espère avoir un contrat professionnel puis de se faire une place, mais il va arriver loin dans les priorités parce que c'est pas un gars qui a été repêché par l'équipe, il n'a pas été développé encore par l'équipe. Alors, c'est un gars qui va arriver assez loin dans la hiérarchie, puis il n'est pas en bonne position pour pouvoir, après ça, se tailler un poste. Tandis qu'un gars de 20 ans qui, après ça, s'en va à l'université, puis qui le chemin va être plus long. Mais s'il sort d'une université américaine avec un diplôme, puis il est à 23 ans, par exemple, s'il a continué de s'améliorer comme joueur de hockey, bien là, à sa sortie, pour le meilleur, pour le pire, il va avoir des offres parce qu'il y a une surenchère sur les joueurs autonomes qui terminent leur stage universitaire dans la NCAA. Ouais. À chaque année, c'est comme si chacun de ces gars-là, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. Ça arrive jamais. 9 fois sur 10, ils aboutissent à rien, mais sauf que les équipes qui sont tellement à la recherche de la prochaine trouvaille, ils vont toujours regarder ils vont faire une offre pour aller chercher un joueur autonome de cette gamme-là. Alors, si je suis un gars de 20 ans puis je me dis, là, je pourrais aller me faire un diplôme, sortir de là à 23 ans, peut-être même 24, puis après ça, je vais avoir des offres, je vais pouvoir choisir où je vais, puis je vais pouvoir être valorisé davantage, je vais avoir une opportunité plus rapidement. Sans tant qu'il n'y a aucune hésitation. Aucune hésitation. Évidemment, il faut que le gars continue de se développer, puis il faut qu'il croie en ses moyens de faire carrière dans le hockey professionnel un jour. Sauf que s'il est approché par une université américaine, on va lui donner le temps de glace, puis on va le valoriser, puis il va avoir les moyens de pouvoir se développer. Tandis que si tu as un contrat de la Ligue américaine, puis que tu es le premier coupé au camp d'entraînement ou quoi que ce soit, tu arrives rapidement à un carrefour. J'ai été, juste une petite parenthèse, mais vous avez vu... sur The Athletic, là, on a fait plusieurs tableaux là, sur l'âge, la taille, le poids. D'ailleurs, le Canadien est petit, mais lourd. Oui. Je laisse ça comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Si t'es petit et lourd, qu'est-ce que ça veut dire? Ça prend plus de temps. Faire des gros os. Ouais, c'est ça. Il faut de la rétention. Mais le dernier tableau... C'était sur donc la composition des équipes, la proportion de choix de première ronde versus toutes les autres rondes versus des joueurs autonomes. Puis c'est remarquable à quel point presque toutes, c'est-à-dire, il y a beaucoup d'équipes que c'est 60-70% de choix de première ronde, mais la moyenne, c'est vraiment la moitié d'une équipe, c'est des choix de première ronde. Qu'ils soient bons ou pas bons, là, que ce soit des choix élevés ou pas. Là, pas nécessairement les tiens, c'est des choix de première ronde. Ce sont des choix de première ronde. Comme Dak ou New Ça me fait York, penser exact. Mais ça me fait penser à cette impression-là. Quand tu es un choix de première ronde, tu pars toujours en avance. Tu as quelques vies sur les autres. Comme dans les jeux électroniques des enfants. Exactement. Tu as quelques vies supplémentaires. Puis si tu connais le code, tu peux en avoir 90. Mais alors que pour, c'est ça, le gars qui signe dans la East Coast League, lui, il part... c'est ça, il n'y a pas cette...
Là, l'épisode achève. J'ai plus de mots. Voilà, j'ai plus de mots. Ce caractère-là, Marc-Antoine, aide-moi. Non, il me regarde. Il me regarde. Ça, t'as regardé de te noyer. T'as pas cette réputation-là. Ouais. Enfin, une affaire de même. Et là! Est-ce qu'on a fait plus longtemps que le temps de jeu de Lane Hutson? Ben oui. Probablement. Ben oui. Ça, c'est sûr. Oui. Alors, il n'y a rien là. Oui, Lane, c'est le joueur le plus léger de la Ligue nationale de hockey. Alors, le Canadien est genre top 10 des plus lourdes. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, malgré le fait qu'ils ont le joueur le plus léger dans leur alignement. Mais ils ont aussi un des 10 plus lourds en Arbor Jack. Oui, exactement. Mais je vous laisse, je nous laisse tous méditer avec ça. On vous laisse sous-peser la question. Voilà. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Oui, c'est très agréable. Oui, mais tu fais ça, c'est toi. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie, les gars. C'est toujours un bon moment à passer avec vous. Oui, non, je partage cette opinion. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey et de la LNH. Exact. Oui. Merci infiniment également. Ben, moi, je suis toujours heureux d'être content puis d'être parmi vous. On partage ça, cette espèce de bonhomie. Jacques-Alexis Bernardin, lui, est taciturne en régie. Oui. Non, il est bonhomme. Tu es bonhomme, Jacques-Alexis. Merci infiniment. Tu es le signataire de Tellement Hockey. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.